Bonjour tout le monde. Merci aux membres du bureau de l'association AMEL pour l'invitation. Quand on m'a demandé de préparer cette présentation concernant l'atteinte cardiaque pré- et post-Covid, j'ai cru que c'était une tâche facile, mais au fur et à mesure de la préparation de cet exposé, je découvrais que c'était de plus en plus difficile de pouvoir étayer tous les aspects cardiologiques en rapport avec l'infection Covid. Et j'ai essayé d'être d'essayer de rassembler tous les éléments qui peuvent vous intéresser concernant l'atteinte cardiaque en pré- et post-Covid et on discutera ensemble les modalités de prise en diagnostic et les modalités de prise en charge. Alors, comme vous le savez tous, pendant ces 2 dernières années, le sujet axial de toute notre discussion médicale, c'était autour du Covid-19 et tous ces aspects pulmonaires, cardiologiques et généraux. Comme vous pouvez le constater sur cette photo, c'était l'image de ces 2 dernières années, c'est l'atteinte respiratoire du Covid-19. Alors, les effets du Covid-19 sur le système cardiovasculaire sont très importants à connaître parce que les implications thérapeutiques et pronostiques sont très importantes. Et au début de cette pandémie, on pensait que le rôle du cardiologue se limitait à la lecture de l'ECG. Et on nous posait souvent la question, est-ce que c'est un patient chez qui on peut administrer de la chloroquine ou pas? C'était la seule question qu'on se posait au début et c'était le seul objectif de notre visite cardiologique pour les patients. Mais au fur et à mesure de la propagation de la pandémie, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs aspects cardiologiques de cette infection à coronavirus, qui est un virus ARN, qui est responsable d'un syndrome respiratoire aigu, responsable de pneumonies graves, qui peuvent être graves chez l'adulte et mener à des détresses respiratoires parfois fatales. Mais ce virus a également un tropisme cardiovasculaire très important qui peut être nocif, surtout en présence de comorbidités. L'atteinte cardiaque en pré-Covid et en post-Covid, c'est une atteinte qui peut aggraver le pronostic du patient, quelles que soient les lésions pulmonaires. Et la prédisposition du patient est un facteur de mauvais pronostic pour l'état initial, mais également elle est pourvoyeur de nouvelles atteintes. Il prédispose à d'autres affections ou d'autres complications cardiovasculaires. Alors, les facteurs de risque cardiovasculaires préexistants, tous ces facteurs sont de mauvais pronostics chez le patient. Ils peuvent prédire l'apparition d'autres complications et une défaillance multisystémique, notamment les états de choc cardiogénique et les arythmies ventriculaires qui peuvent être d'issue fatale. Parce qu'on a toujours eu l'implication des virus dans les atteintes cardiaques, même avec la grippe saisonnière, on avait des cas de myocardite, d'atteinte péricardite d'origine virale. Mais avec le coronavirus, c'était beaucoup plus intense et beaucoup plus grave, vu que l'infectiosité du Covid-19 est beaucoup plus importante, sa virulence et sa propagation sont très importantes, avec un nombre très élevé de nombre de décès. Alors, l'hypertension et le diabète sont les facteurs maîtres, les facteurs de risque les plus importants qui ont été notés chez nos patients. Et en plus, les coronaropathies et les cardiopathies préexistantes, notamment les cardiopathies ischémiques. Généralement, les statistiques ne sont pas assez claires, mais j'ai retiré quelques données de certains registres. Surtout la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire chez les patients hospitalisés pour coronavirus, pour le Covid-19 dans les unités de soins intensifs. Un registre américain a relevé la présence de l'HTA, de l'hypertension artérielle, dans 60% des cas hospitalisés pour Covid-19.
et l'atteinte cardiaque préexistante dans 60% des cas, les maladies rénales dans 40% des cas et le diabète dans un tiers des cas. Bien sûr, avec d'autres comorbidités, notamment les cancers et les affections respiratoires chroniques. Un autre registre belge qui a pu relever la présence de comorbidités cardiovasculaires, notamment l'HTA, le diabète et l'insuffisance cardiaque, les cardiopathies ischémiques, chez plus de 50% des patients hospitalisés pour Covid-19 en unité de soins intensifs. Donc, les statistiques sont incomplètes, mais les constatations sont là. Et la difficulté, c'est de faire la part entre lésions préexistantes qui s'aggravent et une affection induite proprement par le coronavirus. Alors, les mécanismes de l'affection, de l'atteinte cardiovasculaire chez les patients atteints de Covid-19, il a deux mécanismes, un mécanisme direct et un mécanisme indirect. Il faut noter chez les patients la présence, chez tout corps humain, la présence du récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 qui est responsable de la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et cette enzyme a un rôle très important dans la pénétration du virus dans la cellule myocardique et les cellules vasculaires parce que c'est un récepteur qui est présent sur les vaisseaux, sur les cœurs, sur les voies respiratoires. Et comme c'est une voie d'entrée du virus dans l'appareil respiratoire, elle également facilite la pénétration du virus dans les cellules myocardiques sur les parois vasculaires. Vous connaissez tous le rôle du système rénine-angiotensine comme enzyme néfaste pour le système cardiovasculaire parce que c'est une enzyme qui est responsable de la formation de l'angiotensine 2, responsable de vasoconstriction, d'hypertension et parfois même rôle important dans l'insuffisance cardiaque. Le deuxième, et ainsi la pénétration du virus dans les cellules myocardiques et vasculaires est à l'origine de la création d'une cascade immunitaire, l'orage inflammatoire, avec l'activation des cellules immunitaires diverses et libération des cytokines et des interleukines. Alors, le mécanisme direct, c'est les lésions membranaires directes par les VES. C'est une lyse directe, cellulaire directe, responsable de libération d'enzymes myocitaires. Donc, sur les vaisseaux, il y a une endothélite, une inflammation de la paroi endothéliale des vaisseaux, avec dysfonction endothéliale, qui dit dysfonction endothéliale dit agrégation plaquettaire et ce qui va de suite comme complication. N'oublions pas que l'état inflammatoire est responsable d'un état prothrombotique avec risque accru de thrombose, notamment veineuse, artérielle et embolique. Alors, résumons sur ce schéma le mécanisme d'atteinte cardiovasculaire du virus de Covid-19. Soit, comme vous avez dit, il y a... Ça marche comme ça? J'appuie où? Voilà. Il y a soit atteinte directe des cardiomyocytes avec des dommages cellulaires, apoptose, lyse musculaire, et le système inflammatoire avec toute la cascade inflammatoire. Et également, il faut préciser le rôle de l'hypoxie sur les cellules myocardiques et les cellules des interleukines qui engendrent en effet un état inflammatoire très important et peut être soit aggraver une maladie cardiaque préexistante, soit provoquer une maladie cardiovasculaire récente. Alors là, je veux attirer votre attention sur une petite remarque, c'est que cette polémique de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, il y avait une polémique sur la nécessité d'arrêter le traitement par les IEC et les ARA2 chez les patients hypertendus, vu que c'est une prévalence très élevée de l'HTA chez ces patients. Alors, au début, on pensait à arrêter les IEC et les ARA2 chez les patients hypertendus, les remplacer par d'autres molécules pour essayer
de diminuer les voies de pénétration du virus dans les cellules. Mais vu les discussions entre les sociétés savantes de cardiologie et de l'hypertension artérielle, on a décidé de garder ces traitements chez les patients en faisant le rapport bénéfice-risque et que ces molécules, les IEC et les ARA2, apportent beaucoup plus de bénéfices pour les patients cardiaques que le risque d'aggravation de la maladie. Donc, à l'état actuel, on n'arrête pas le traitement par IEC ARA2 chez ces patients. Alors, les atteintes vasculaires systémiques, je note au début les atteintes veineuses. Les atteintes veineuses, parce que je vais passer rapidement, parce que vous le savez tous, sont dominées par, et parfois sont révélatrices. Parfois, j'ai eu l'occasion de rencontrer des cas de thrombophlébite veineuse profonde et c'est au décours du bilan qu'on découvre que le patient est Covid positif. Parfois, c'est un élément révélateur de la maladie, les thromboses veineuses profondes. Et ça répond au même mécanisme, c'est la lésion vasculaire, la triade de Virchow que vous connaissez tous, la lésion vasculaire par l'inflammation et l'agression du virus. Il y a l'état prothrombotique et il y a aussi la stase veineuse, vu que les patients malades ne bougent pas trop, etc. Alors, les thromboses veineuses, le diagnostic est généralement facile sur le plan clinique. Et l'échocardiographie, l'échodoppler veineux peut régler le problème diagnostique dans la majorité des cas. L'embolie pulmonaire, c'est la complication majeure des thromboses veineuses profondes non prises en charge à temps, et qui peut aggraver le pronostic de toute la maladie selon son pourcentage d'atteinte pulmonaire. Le traitement, c'est les anticoagulants, comme vous le savez tous, c'est les anticoagulants à dose curative. Le choix, ça dépend d'autres paramètres, notamment est-ce que le patient, les indications, les contre-indications, l'atteinte rénale et selon le risque hémorragique qu'on évalue en fonction de chaque patient, cas par cas. Là, je vous montre... la présence, c'est l'atteinte artérielle. Je vous montre juste cette image. Voilà, vous pouvez voir. La présence, ça, c'est les artères carotides, internes et externes. Vous pouvez noter la présence de thrombose artérielle totale des deux carotides internes et externes. C'est un patient que j'ai pu... Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un patient que j'ai pu voir personnellement, admis pour AVC ischémique. Le Covid n'était pas connu. Et dans le bilan cardiovasculaire, l'échocardiographie était normale. Sur l'échodoppler des carotides, des transsupra-aortiques, on constate la présence de thrombose artérielle de la carotide commune, comme vous pouvez le constater, qui occupe la lumière vasculaire étendue aux deux carotides internes et externes, causant un AVC de grande taille. Alors, la hantise de l'atteinte cardiovasculaire pendant le Covid, surtout dans notre pratique quotidienne, c'était la myocardite virale. La myocardite virale est une complication grave quand il se présente sous sa forme fulminante, qui peuvent être létales. C'est une maladie inflammatoire du muscle cardiaque, soit par les deux mécanismes, soit par atteinte directe du virus lyse musculaire et apoptose, soit par l'orage inflammatoire et la cascade immunitaire, parce que sur les autopsies, on a pu constater les deux mécanismes, la présence de lyse, des débris de virus et de lyse musculaire, ainsi que la présence de foyers d'inflammation et de fibrose et des cellules immunitaires. Comme déjà cité, le rôle de l'enzyme, le récepteur angiotensine 2 a un rôle très important de faciliter cette atteinte myocardique.
Donc, comme j'ai déjà noté, donc soit c'est le mécanisme inflammatoire par surtout l'effet des interleukines 6 ou par les lyses musculaires myocardiques directes. Donc, soit on est amené à avoir des myocardites limités, c'est-à-dire le nombre de parois cardiaques atteintes. Comme vous pouvez le savoir, on a sur la segmentation myocardique, on a 17 segments. On segmente le myocarde à 17 segments qu'on peut étudier sur l'échocardiographie, sur l'IRM cardiaque, etc. Et la gravité de la myocardite dépend du nombre du segment atteint. Plus on a de segments atteints, plus la gravité d'un myocardique est très importante. Il y a certains myocardites qui peuvent passer inaperçus lorsque les atteintes musculaires sont limitées. On a atteinte de 2-3 segments. Là, on peut passer à la chronicité et être à l'origine d'une cardiomyopathie dilatée. Alors, le diagnostic de la myocardite, souvent, c'est des douleurs thoraciques, sachant qu'on peut avoir des formes qui sont silencieuses, qu'on découvre à la biologie avec une sécrétion très importante de troponine, mais on peut avoir une symptomatologie de douleurs thoraciques. Les troponines sont très, très élevées, avec des chiffres très importants qui dépassent parfois les chiffres constatés lors du cardiopathie ischémique et dans les syndromes coronariens aigus. Les CPK, les CPK-MB, la BNP, la ProMP sont des enzymes qui témoignent de la souffrance myocardique. L'électrocardiogramme, je veux vous montrer un exemple d'électrocardiogramme constaté lors des myocardites virales. Et l'intérêt est très important, c'est l'intérêt de l'IRM parce qu'il permet de détecter les cas de myocardite, même infracliniques. Bien sûr, le diagnostic de myocardite, ça sous-entend absence de coronaropathie documentée, même si on a toute la symptomatologie, les données biologiques et tout en faveur d'une myocardite, mais on est dans l'obligation de faire une coronarographie pour éliminer une cardiomyopathie ischémique parce qu'il faut éliminer une cause curable, c'est-à-dire il peut s'agir d'un syndrome coronarien aigu qui donne les mêmes symptômes et qu'on peut dilater, stenter, ainsi de suite. Donc le diagnostic de myocardite virale est retenu en absence de coronaropathie documentée. Alors sur ce ECG, je vais vous montrer un aspect de sus-décalage du segment ST chez un patient Covid-19. Vous pouvez constater que le sus-décalage est sur les dérivations antérieures, V1, V2, V3, V5 jusqu'à V6, mais aussi sur les dérivations inférieures. C'est un sus-décalage étendu avec une altération de FE à 40%. Je tiens à vous noter que c'est un patient qui a 38 ans. Patient 38 ans atteint de Covid-19 et qui vient avec des douleurs thoraciques, avec un sus-décalage diffus qui occupe presque toutes les dérivations sur l'électrocardiogramme. Comme je vous ai dit, on est dans l'obligation de réaliser une coronarographie. La coronarographie était normale, donc on retient le diagnostic de myocardite virale. Alors, le traitement des myocardites virales, ça dépend de leur gravité. Il peut s'agir d'une atteinte minime de 2, 3, 4 segments myocardiques. Et là, on peut démarrer un traitement comme un traitement d'insuffisance cardiaque, IEC, bêta-bloquant. Mais dans les formes les plus sévères, fulminantes, générant un état d'insuffisance cardiaque ou d'état de choc, on est amené à avoir un support inotrope, parfois d'obutamine, et la corticothérapie à forte dose, parfois les immunoglobulines, et avec une oxygénation, l'ECMO. Alors sur cette image, je vous montre un aspect de myocardite. C'est un patient de 31 ans qui vient pour des douleurs thoraciques, avec à l'écho des troubles de la sénitique en inférieur. On est vraiment dans l'image d'un syndrome coronarien ST en inférieur, mais la coronarographie est normale et sur l'IM, on trouve cet important foyer de fibrose en inféroseptal et en inférieur témoignant d'une myocardite. La même chose, là, l'atteinte est beaucoup plus étendue sur toutes les parois. Tout ce qui est blanc, c'est un rehaussement tardif témoignant de la fibrose myocardique. Là, c'est le bullseye, c'est un système de traitement des images de l'IRM qui montre le nombre de segments atteints.
Par exemple, là, vous trouvez, là, on étudie la cinétique de la paroi, et là, vous trouvez que les parois antéroseptales et inféroseptales, elles bougent moins que les autres. Et c'est sur ce segment qui ont un cinétique longitudinal basse, c'est là où il y a les lésions myocardiques importantes. Et sur cette analyse-là, on peut déduire le nombre de segments atteints et apprécier la gravité de l'atteinte myocardique. La même chose, c'est des images. Je vais vous montrer, c'est un patient que j'ai pu suivre moi-même, qui vient pour des douleurs thoraciques. La troponine est élevée, la CRP est élevée. On fait la choro qui est normale. L'IRM cardiaque montre un foyer de fibrose en inférieur. Voilà, ici. Voilà, c'est tout ce qui est blanc, c'est des images d'inflammation et de fibrose myocardique qui prédit l'atteinte myocardique. J'attire votre attention sur une petite entité cardiologique, c'est la cardiomyopathie dilatée de stress qu'on a pu voir, elle est très rare, mais on a vu, j'ai eu l'occasion de travailler avec le Covid-19 pendant ces 2 années en réanimation. J'ai vu une centaine de malades. Il y avait, pendant ce parcours, j'ai pu voir 2 cas de cette entité cardiologique. C'est le syndrome de Takotsubo, c'est les cardiomyopathies de stress. C'est une cardiomyopathie à coro normal. Il n'y a pas de myocardite, mais c'est une ballonisation du ventricule gauche par décharge d'adrénaline. C'est le stress de la réanimation. C'est le stress de la maladie. Il y a une décharge importante d'adrénaline qui peut donner un aspect de cardiomyopathie dilatée avec des signes d'insuffisance cardiaque. Et là, les mêmes manifestations cliniques du syndrome coronarien aigu, mais la coro est normale. Et c'est une cardiomyopathie qui peut être réversible. La hantise de cette myocardite virale, c'est le choc cardiogénique. Comme tous les syndromes coronariens aigus, les myocardites peuvent entraîner un choc cardiogénique. C'est l'évolution, la hantise de tous les cardiologues et réanimateurs, c'est arriver à ce stade de choc cardiogénique. Les causes peuvent être un syndrome coronarien aigu, une myocardite fulminante, une arythmie grave qui est mal contrôlée. Et c'est un cas qui arrive assez fréquemment quand même. Alors, pour les atteintes systémiques vasculaires, revenons à l'atteinte artérielle, je veux noter ici donc, le rôle des atteintes vasculaires, notamment les coronaires. On va parler des syndromes coronariens aigus. Le syndrome coronarien aigu, la physiopathie de syndrome coronarien aigu dans le Covid-19, ça rejoint la même physiopathologie du syndrome coronarien aigu qu'on connaît tous. C'est un vrai déséquilibre entre apport en oxygène et besoin en oxygène, s'ajoutant aussi l'état de procoagulabilité présent dans le Covid-19. Alors, le syndrome coronarien aigu, il y a l'inflammation. On a deux entités. Soit le patient est là une coronaropathie antérieure avec des plaques d'athérome. Et là, l'inflammation peut introduire une rupture de plaques. Tous les états de fièvre, de stress oxydatif, de tachycardie peuvent entraîner un état de rupture de plaques d'athérome et par conséquent une thrombose aiguë et ischémie myocardique. Là, c'est un schéma qui peut résumer cette atteinte, déséquilibre entre apport et besoin d'oxygène. En plus, dans le Covid-19, la diminution des apports en oxygène est expliquée par l'hypoxie, par les tachycardies qui compliquent les myocardites, etc., par le spasme coronaire lié au stress et à l'anxiété de l'hospitalisation au cours de l'hospitalisation en réa, et le choc cardiogénique et l'insuffisance cardiaque. Ces éléments entraînent une diminution d'apport en oxygène, contrastant avec une demande accrue en oxygène, surtout lors de la survenue de la tachycardie, des tachycardies sinusales que je vais en parler après, et les tachyarythmies telles que les ACFA qui sont très 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 fréquentes lors de compliquant les Covid-19 et les tachycardies ventriculaires.
Alors, le traitement du syndrome coronarien aigu au cours du Covid-19 ne diffère pas sur le plan recommandation des syndromes coronariens aigus habituels. Il faut faire attention juste aux associations, justement aux associations médicamenteuses. Je vais en parler après. Et il faut créer un circuit approprié. La thrombolyse, elle est vraiment réservée aux cas qui n'ont pas accès à la salle du cathé. Et il faut organiser un circuit approprié, bien sûr, pour éviter la contamination du personnel médical et paramédical, et aussi pour éviter la contamination des patients qui viennent pour un syndrome coronarien aigu et qui ne sont pas Covid positifs. Alors, l'entité autre, c'est les troubles de rythme au cours de Covid-19. Ils sont expliqués par l'activation, par la stimulation de tonus sympathique et la tempête inflammatoire médiée par les interleukines, les cytokines, donne des foyers inflammatoires locaux dans le myocarde avec des foyers de fibrose. Les foyers de fibrose sont un substrat arythmogène très important parce que c'est là d'où naissent les troubles de rythme. À l'étage auriculaire, c'est les arythmies par fibrillation auriculaire. Et à l'étage ventriculaire, il y a les tachycardies ventriculaires, voire même les fibrillations ventriculaires. C'est un exemple de tachycardie ventriculaire. C'est une tachycardie à complexe large qui peut être liée à l'atteinte myocardique inflammatoire, mais aussi au syndrome coronarien aigu. Là, c'est une... et pour les TV, le pourcentage, ça peut aller de 10 à 12% des cas, des troubles de rythme. L'arythmie complète par fibrillation auriculaire, c'est l'arythmie la plus fréquente. Il peut atteindre, de certaines études, 67% des cas de troubles de rythme chez les patients Covid positifs. Mais c'est une entité rythmologique assez particulière parce qu'il implique une thérapeutique assez particulière, l'anticoagulation, et c'est difficile à gérer, surtout dans ce contexte. La fibrillation ventriculaire qui peut être fatale. Donc, c'est un rythme qui était régulier, sinusal, et puis on a le déclenchement de la fibrillation ventriculaire qui nécessite un choc électrique externe. Les troubles de conduction, notamment les BAV, les blocs auriculoventriculaires. Je veux attirer votre attention sur une entité qui a été discutée longtemps, c'est que certaines bradycardies, surtout lorsqu'on mettait les patients en décubitus ventral pour améliorer l'oxygénation, on constatait une bradycardie, mais c'était juste de la stimulation vagale, augmentation du tonus vagal qui était à l'origine l'appui sur le ventre à stimuler le vagal et donne certaines bradycardies qui ne nécessitent pas vraiment une intervention thérapeutique. Là, je veux vous attirer votre attention sur une entité que je voyais beaucoup avant, mais ça a été confirmé en voyant cet article qui est sorti le 15 juin 2021 sur les tachycardies sinusales. Vous pouvez tous voir dans vos cabinets, moi aussi j'en vois beaucoup, des patients post-Covid, 2-3 semaines après le Covid, qui viennent avec des tachycardies, des palpitations. Alors, c'est une entité qui a été vraiment décrite, c'est les tachycardies sinusales inappropriées. C'est dans le syndrome de post-Covid-19. Sa définition était une fréquence cardiaque au repos qui dépasse supérieure ou égale à 100 battements par minute, ou une fréquence cardiaque moyenne de 90 battements par minute sur l'enregistrement de 24 heures, le holter rythmique. Donc, cette étude a pu inclure 200 patients pour étudier cette entité. Alors, le mécanisme physiopathologique de la tachycardie sinusale inappropriée, c'était l'atteinte du système vagal et augmentation du tonus sympathique. Donc, on avait par l'atteinte virale, soit par l'atteinte inflammatoire, le vague qui est altéré. Donc, le système qui bloque la tachycardie, il est atteint. Donc, c'est le système sympathique qui prend un peu
le relais avec une tachycardie, parfois douleur thoracique, vertige, etc. Là, sur un enregistrement de 24 heures, je veux vous montrer la différence entre un enregistrement rythmique qui est normal, là, et avec la tachycardie sinusale inappropriée. Comme vous pouvez constater sur le normal, au début de la journée, on assiste à une augmentation de la fréquence cardiaque, et plus on s'approche de la nuit ou le soir, la fréquence cardiaque baisse. C'est la variabilité sinusale normale. Alors, chez les patients en post-Covid qui présentent cette entité de tachycardie sinusale inappropriée, ils gardent une fréquence cardiaque assez élevée durant tout le nictémaire. Alors, dans 20% des cas dans cette étude, c'est le résumé de cette étude, 20% des patients ont eu cette tachycardie sinusale inappropriée. C'est expliqué par altération des capacités vagales qui met en équilibre la fréquence cardiaque avec un système sympathique qui est activé. Alors, le traitement de cette entité, c'est juste les bêta-bloquants. Il faut ajuster les bêta-bloquants. Mais vu le contexte de Covid, il ne faut pas prescrire n'importe quel bêta-bloquant parce qu'il faut être vraiment cardio-sélectif pour ne pas aggraver l'atteinte pulmonaire. Certaines tachycardies ont été constatées chez les enfants, mais généralement, les enfants atteints de Covid, la tachycardie prédit souvent l'atteinte myocardique qu'il fallait aller chercher par l'IRM cardiaque. Je veux attirer votre attention sur certains risques arythmiques liés aux médicaments. Comme vous le savez tous, dès le début de la pandémie, on parlait de risques de la chloroquine, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, le retentissement sur l'allongement du segment QT et le risque, bien sûr, de générer des torsades de pointe et voire même mort subite. Alors, il faut juste analyser le CG. Généralement, on utilise maintenant moins en moins la chloroquine, mais l'azithromycine continue à être prescrit. Donc, il faut analyser le CG antérieur au traitement, voire mesurer le segment QT. Et même après le démarrage de traitement, il faut surveiller ce segment QT. Généralement, un segment QT corrigé supérieur ou égal à 500 millisecondes doit tirer la sonnette d'alarme et 450 chez la femme. Et généralement, on peut comparer le QT corrigé antérieur par rapport au QT corrigé en post-traitement et tout allongement du QT de 60 millisecondes doit nous obliger à arrêter le traitement. Alors, là, je vais parler rapidement de l'association des antiviraux avec les antiagrégants plaquettaires. Alors, chez les patients sous clopidogrel et sous ticagrelor, si on opte pour un traitement antiviral, généralement, il faut changer ces antiagrégants par le prasugrel pour éviter les interactions médicamenteuses qui vont soit dans le sens de majoration de l'effet du ticagrelor ou diminution de l'effet du clopidogrel. Donc, pour résumer la situation, l'infection de Covid-19, on a des cardiopathies préexistantes. Elles sont soit aggravées par l'état inflammatoire important, soit par une lyse directe du cardiomyocyte, soit on assiste à une déstabilisation des cardiopathies préexistantes et leur aggravation, soit à l'apparition d'autres complications cardiovasculaires, sont les myocardites, les syndromes coronariens aigus, les insuffisances cardiaques, les arythmies, voire même l'état de choc qui peuvent être cause de l'augmentation de la mortalité chez les patients atteints de Covid-19. Donc, en conclusion, les complications respiratoires du Covid-19 ont dominé, bien sûr, le tableau de cette pandémie, mais les complications cardiovasculaires sont très importantes parce qu'ils jouent un rôle pronostique important et peuvent augmenter la mortalité d'une façon significative. Les facteurs de risque cardiovasculaires les plus importants sont le sexe masculin, l'âge avancé, le diabète, l'hypertension, l'obésité.
et les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires avérées. C'est une population qui est vulnérable avec une morbidité et mortalité très élevée. Alors, merci pour votre attention et le combat continue. Merci. Je vous remercie, Dr Babou, pour votre exposé. C'était bien. Merci d'avoir été avec nous ce jour à la fin de semaine. Si vous avez des questions, docteur, si vous avez des questions. Vous avez des questions, docteur? Tout était bien clair. Il n'y a pas de questions dans la salle. Pardon. La place de l'acide salicylique dans l'atteinte cardiaque au cours du Covid. J'ai dit que la prise en charge thérapeutique des syndromes coronariens aigus et de thrombose, ça rejoint le traitement habituel de ces pathologies. Généralement, les atteintes vasculaires nécessitent la prescription d'antiagrégants plaquettaires. L'aspirine a un rôle très important et primordial dans la gestion des atteintes vasculaires. Et on a atteintes vasculaires veineuses et artérielles. Donc, le traitement vasculaire du Covid, ça nécessite l'association de ces deux éléments. Et on a constaté la présence, j'ai assisté à des cas où j'ai vu des thromboses de l'aorte qui survenaient 4 semaines après la guérison du Covid. Et sincèrement, il n'y a pas de recommandation sur la durée de prolongement de traitement. Chez les patients cardiaques qui ont déjà sous traitement antiagrégant, là, l'affaire est réglée, on n'a pas à se poser des questions. Mais chez les patients qui n'ont pas de pathologie cardiovasculaire connue, on peut prescrire les antiagrégants plaquettaires jusqu'à 2 mois après l'atteinte Covid, parce qu'on a vraiment constaté des cas. Mais comme vous le savez, dans le Covid, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de recommandations. C'est des expériences, des équipes. Mais dans notre équipe avec qui je travaille, on prolonge parfois le traitement antiagrégant jusqu'à 2 mois après la guérison du Covid, parce qu'on a vraiment constaté des lésions, des complications artérielles. Même les syndromes coronariens aigus, j'ai constaté des syndromes coronariens aigus dans les 3 semaines après le Covid. Et on fait le diagnostic du Covid qu'à travers la sérologie qui est positive. On n'a plus de symptomatologie respiratoire. Donc, de l'intérêt de prescrire l'aspirine tout au long de l'affection pour le Covid et parfois même, selon le terrain, le prolonger le plus longtemps possible jusqu'à 2 mois après. Pour l'anticoagulation, c'est les patients qui ont eu des didymères très élevés, on peut prolonger des anticoagulants. Parfois même, on était ramené à prescrire des anticoagulants oraux jusqu'à 3 mois après, lorsque le contexte prothrombotique a été très élevé, patients qui gardent des didymères élevés, diabétiques, un terrain particulier. Mais c'est vraiment au cas par cas qu'on peut gérer le... S'il vous plaît. Dans le micro, s'il vous plaît. Dans le syndrome coronarien dans le Covid, pendant le Covid ou après le Covid, ça rejoint les syndromes coronariens comme on les connaît depuis longtemps. Donc, dans le syndrome coronarien, doit être pris en charge comme on les gère de façon habituelle. Un syndrome coronarien aigu vu à temps, dans les moins de 6 heures, normalement, doit être acheminé vers la salle de cathé et faire une coronarographie avec dilatation, stent. J'ai dit que la thrombolyse, qu'on doit la réserver aux gens qui n'ont pas accès à la salle de cathé. Mais juste, il faut, c'est une organisation différente. C'est pas le protocole, les recommandations, la prise en charge est la même. C'est l'organisation qui est différente parce que les patients atteints, la salle de cathé, elle admet d'autres patients qui ne sont pas Covid. Donc, le circuit des patients atteints de Covid doit être bien étudié. C'est la seule différence, mais la prise en charge médicale est la même, quel que soit le contexte. Alors, s'il vous plaît, vous avez parlé des complications, vous avez parlé tout à l'heure des thromboses veineuses profondes.
Et vous avez très bien expliqué que le risque de survenue de thrombose veineuse profonde augmente beaucoup chez le patient atteint de Covid. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une augmentation de la durée de traitement par rapport aux personnes qui ne sont pas Covid, quand ils sont atteints de thrombose veineuse profonde, ou post-Covid, parce qu'il y a aussi le syndrome inflammatoire persistant du Covid qui peut induire aussi d'autres complications vasculaires? C'est la seconde question. Dans les thromboses veineuses profondes, et notamment dans les embolies pulmonaires, le traitement, une fois on a une thrombose veineuse, dans la conduite à tenir thérapeutique, on revient toujours aux recommandations et on le gère de la même façon que les autres thromboses veineuses. Généralement, les thromboses veineuses profondes et les embolies pulmonaires, dans un premier épisode, on peut prolonger le traitement anticoagulant de 3 à 6 mois. Et on les gère de la même façon que les autres. Donc, on les garde de 3 à 6 mois. Dans les premiers jours, on gère la situation. C'est la seule différence, mais je vous dis ça sur le plan pratique. La seule différence entre thrombose veineuse dans un contexte Covid et autre, par exemple, thrombose veineuse en dehors de Covid, je peux démarrer les anticoagulants oraux, type Xarelto ou autre, dès le premier jour. Je mets 15 mg x 2 pendant 3 semaines et je démarre le protocole du jour. Par contre, chez les patients atteints de Covid, je mets 10 à 15 jours par les HPPM avant de démarrer l'anticoagulation orale. C'est la seule différence dans l'idée que parfois les HPPM ont un effet anti-inflammatoire. Concernant certains patients qui présentent une HTA méconnue et qui se déclarent après l'épisode Covid, on a eu beaucoup de patients dans ce sens-là, chez qui on constate une HTA qui s'installe soit pendant, soit juste après le Covid, dans le cadre du syndrome inflammatoire. Est-ce que la prise en charge thérapeutique va être définitive, c'est-à-dire permanente, comme les autres HTA qui se déclarent, ou est-ce que ça va être transitoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans certains cas, oui, on peut assister à une HTA qui se révèle pendant la phase aiguë du syndrome Covid. Donc, on les traite de la même façon qu'on traite une HTA. Mais il faut prévoir de réévaluer après les 3 mois succédant le Covid par un haltère tensionnel. On peut même, si les chiffres tensionnels le permettent, et d'ailleurs, c'est une attitude qu'on peut avoir même en dehors de Covid. Lorsqu'on peut juger que l'HTA était transitoire lié à un contexte particulier, on peut réévaluer le traitement par un enregistrement de 24 heures, le haltère tensionnel, et voir la réponse du patient sous traitement, ou bien créer une fenêtre thérapeutique, 3-4 jours, une semaine, et placer le haltère tensionnel et évaluer est-ce que vraiment le patient a besoin de continuer son traitement ou non. Merci docteur pour la présentation qui était claire. J'ai récemment vu un cas dans le scanner thoracique a montré une hémorragie, donc les vers du poli plus hémorragie pulmonaire. En plus, le patient il présente des thromboses. À votre avis, on a hésité pour les anticoagulants. L'hémorragie d'un côté, les thromboses de l'autre côté. À votre avis, quelle est la conduite thérapeutique la plus adaptée? Et merci. Alors là, c'est un impasse thérapeutique pour tout le monde parce que en même temps, on a assisté tous à des AVC ischémiques avec un farcissement hémorragique dans un contexte de Covid. Là, on est dans un impasse thérapeutique. Généralement, on ne coagule pas. Lorsqu'il y a une hémorragie assez importante, qu'il y a un retentissement hémodynamique, ou un retentissement, par exemple, générateur d'une anémie importante, on n'anticoagule pas. Parce que le risque ischémique là, mais on ne peut pas provoquer une hémorragie foudroyante. Mais il faut que l'hémorragie soit significative et que c'est une hémorragie qui a un certain retentissement. C'est un cas qui revient souvent chez nous dans les AVC ischémiques avec un farcissement hémorragique. On n'anticoagule pas. Parfois même, on est amené à mettre juste des doses ISO. C'est juste sans être vraiment curatif. Et on a des scores, nous on travaille avec des scores sur le risque hémorragique. Si le score, on travaille avec le score SHATS et SHATS-VATS,
c'est des scores qui prédisent le risque hémorragique du patient. Si le risque hémorragique du patient est vraiment important, là, on peut s'abstenir de l'anticoagulation. Mais c'est des patients qui ont vraiment c'est des impasses thérapeutiques, on peut... Merci. Une question, docteur Marloff. Est-ce que la prise de cardioaspirine est indiquée en période de Covid? Sinon, comment expliquez-vous ces infarctus chez plusieurs jeunes en post-Covid sans terrain de risque particulier? Et merci. Je n'ai pas compris la question. La question, docteur Marloff. La dernière question, Est-ce s'il que vous la plaît. prise de cardioaspirine S'il vous plaît, est on passe au indiquée deuxième thème parce qu'on n'a pas période assez de temps. Covid? Oui, la dernière question, s'il vous Sinon, plaît, parce qu'on comment a les gens en expliquez-vous- présentiel, en distanciel qui posent les questions. On passe aux gens Voilà. qui sont en Est-ce que distanciel la prise- parce que les présentiels, c'est terminé. Oui, En je sais. distanciel. En distanciel, on a arrêté pour les gens présentiels. On s'excuse. la question, mais je réponds sur l'aspirine, comme j'ai déjà répondu à notre confrère. L'aspirine est un médicament axial dans le traitement du Covid parce que le risque de thrombose artérielle est très important. Le syndrome coronarien chez les jeunes, il faut bien être sûr que c'est un syndrome coronarien et ce n'est pas une myocardite virale. Là, d'où l'intérêt de réaliser des coronarographies, des IRM cardiaques. Ce n'est pas tout patient qui présente des troponines élevées, c'est un syndrome coronarien. Surtout chez les jeunes. Les deux cas que je vous ai montrés sur les images IRM, c'est 31 ans et 38 ans. Les sujets jeunes sont beaucoup plus exposés à faire des myocardites que des syndromes coronariens aigus. Donc l'intérêt de l'aspirine, c'est surtout pour prévenir les atteintes artérielles, les thromboses artérielles. Et là, ça place dans le traitement du Covid depuis le début de la pandémie. On se posait des questions sur la durée du prolongement de ce traitement qui peut aller de 1 mois à 2 mois selon le terrain, selon le terrain et la comorbidité. Alors, il y a systématique. Oui. Systématique. Oui. Merci, madame, pour votre exposé.